Bienvenue sur Raconte-moi ton voile, le podcast qui donne la parole aux femmes et à leurs histoires uniques. Ici, tu vas entendre des récits sincères, touchants et inspirants. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces témoignages. Bonne écoute! Ok, alors, est-ce que tu peux me parler un peu de toi et de l'environnement dans lequel tu as grandi? Alors, moi je m'appelle Siem, j'ai 25 ans. J'ai grandi avec une famille où on était nombreuses, donc j'ai pas mal de frères et sœurs. J'ai grandi avec une famille qui se résumait tout simplement à faire le ramadan et à manger halal. J'ai grandi dans une famille où en fait on a mélangé la culture et la religion. Donc j'ai des parents qui ont grandi dans leur pays et ils sont issus un peu du schisme, du mouvement des chiites. Il y a une différence dans la pratique. Souvent, les interdits qu'il y a dans la sunna, tu ne les retrouves pas forcément chez les chiites. Ou bien, il y a des interdits chez les chiites qu'il n'y a pas forcément dans la sunna. Ils ne prient pas forcément comme nous aux mêmes horaires. En fait, ils sont complètement en différé des sunnites. Et quel rapport tu avais avec la foi étant petite? Moi, j'ai toujours ressenti une certaine connexion avec Allah depuis que je suis petite. Toujours une connexion avec Allah. Mais elle n'était pas aussi importante que maintenant, ça c'est sûr et certain. Mais j'avais pas aussi connaissance de qu'est-ce qu'Allah, c'est quoi l'islam, c'est quoi la religion, c'est quoi le Coran. J'étais vraiment très loin de tout ça, très très loin. Mais j'avais toujours un peu cette idée que Allah c'est mon confident. Ça a toujours été mon confident depuis toute petite. Et est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait un écart avec certains membres de ta famille? Pas vraiment, parce que du coup, on a un peu grandi tous dans cette idée de le schisme, c'est la voie de la vérité. Donc en fait, on était tous dans cet idéal-là. On parlait jamais d'Allah, il n'y avait pas Allah dans nos discussions. On disait jamais Bismillah avant de manger. En fait, tu vois, en dehors du ramadan et de manger halal, on ne pouvait pas deviner qu'on était musulmans. Et à quel moment ton parcours personnel, du coup, il a basculé? Quand est-ce que tu as compris que finalement le schisme, c'était pas forcément la voie à suivre, mais plutôt la sunna? Parce qu'en fait, tout simplement, toutes mes copines, elles suivent la sunna. Donc la plupart des copines qui étaient musulmanes. J'avais des copines chrétiennes, mais je savais que l'islam c'était la vérité. Par contre, quelle voie, je ne savais pas. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ignorais. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs voies. Il y avait plusieurs branches en islam. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Moi, je pensais que le schisme c'était la vérité, vu qu'en fait, j'entendais que ça, que j'allais jamais à la mosquée, que je m'informais jamais vraiment sur la religion. Et du coup, j'avais des copines qui étaient sunnites et qui, elles, je voyais qu'elles avaient un islam totalement différent du mien. Leur maman était voilée, ils priaient, ils faisaient des invocations à tout va, tu vois. Enfin, c'était vraiment totalement de moi. Moi, c'était pas ça. Moi, c'était vraiment, je recherche refuge auprès d'un bandeau vert parce qu'on dit que le bandeau vert, ça protège dans le schisme. Tu sais, c'était des choses comme ça. C'était, on met une page du Coran en dessous de l'oreiller parce que ça va nous protéger. C'était vraiment l'attachement aux protections en dehors de la protection d'Allah. Et quand je voyais mes copines pratiquer dans leur famille, je voyais qu'il y avait un écart. Et de là, je me suis un peu intéressée à l'islam, vers les sunnites. Et donc, je me suis informée, je regardais des petites vidéos. Et puis, je me suis dit, c'est trop dur pour moi de faire un choix parce que mes copines, c'est sûr qu'elles vont dire que la sunna, c'est la vérité. Ma famille, c'est sûr qu'ils vont dire que le schisme, c'est la vérité. Autant pour le moment, je me pose pas de questions. Je lis le Coran, j'apprends quelques sourates, j'apprends les invocations et je m'arrête à là. Et quand je serai un peu plus grande, je m'informerai un peu plus sur la question. Du coup, il y avait quand même une grande différence avec l'éducation que tu as eue de tes parents et ce que tu as découvert. Oui, franchement, il y avait une énorme différence. On n'était pas sur le même mode de vie en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la sunna, c'est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. C'est comment tu vis dans le quotidien. Le schisme, c'est vraiment comment tu appliques la religion dans ta vie. Alors que la sunna, c'est comment est-ce que tu fais pour vivre. C'est vraiment, tu vis à travers. Et du coup, là, t'as quel âge à cette période-là? J'avais 14 ans. 14 ans. J'allais sur mes 15 ans et c'était du coup l'année où il y a eu la mort de mon père. Et à cette période-là, je me suis vraiment intéressée à l'islam. En fait, c'est totalement la mort de mon père qui m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux sur la vie. Je me suis dit, mais j'ai 14 ans et la première fois où je vis dans une mosquée, c'est à la mort de mon père. Je me suis dit, mais en fait, j'ai raté ma vie. Même si j'avais que 14 ans, moi, c'est pas une excuse, 14 ans, tu vois. Je me suis dit, mais j'ai 14 ans. Et moi, j'ai toujours été comme ça, toujours
m'en prendre à moi-même, tu vois. Toujours été très dure avec moi-même, attendre la perfection de moi-même. Et j'arrive dans une mosquée, je suis voilée pour la première fois le jour où mon père est décédé. Ça a été vraiment traumatisant pour moi. Le fait est d'avoir mis les pieds la première fois de ma vie. Parce que la chose qui m'avait fait énormément de mal au cœur, c'est qu'avant la mort de mon père, je ne priais pas. Je suis arrivée à la mosquée, il fallait prier pour mon père. Je ne savais pas prier. C'est-à-dire que j'ai pas pu prier pour mon père. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire, quoi dire, comment le dire. Parce qu'on m'avait jamais appris à prier. Moi, ma mère, elle m'avait appris à rester à la Fatiha, mais c'est tout, on s'en était arrêté à là. Mon père, il nous a toujours prôné le bon comportement. Et c'est quelque chose dont je suis totalement d'accord. En islam, il faut avoir un bon comportement. Mais c'était pas forcément l'islam en tant que tel, tu vois. C'était vraiment en tant qu'être humain, comment est-ce que tu dois être. Et moi, j'ai jamais prié avant ça. Du coup, j'ai pas pu prier sur mon père. Et à cette période-là, du coup, tu me disais que tu avais vécu une petite épreuve. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Alors, j'ai été plus jeune quand je l'ai vécu. J'étais vraiment plus jeune. Quand j'avais... en fait, je ne saurais pas vraiment dire l'âge parce que du coup, j'ai eu une amnésie partielle par rapport à la situation. C'est quelque chose dont j'ai eu le déni pendant des années. Parce qu'en fait, je ne me rappelais plus. Quand j'étais plus jeune, je pense que c'était à l'âge de 7-8 ans, j'ai eu des agressions sexuelles de la part d'un des proches de ma famille qui attendait à plusieurs reprises de me violer. Et ça a été un énorme impact pour moi en tant que femme, en tant que petite fille aussi, parce que j'étais vraiment jeune. Et durant des années, j'avais complètement oublié que j'avais vécu ça. Vraiment. C'était quelque chose que j'avais mis en aparté. C'est mon cerveau, en fait, il a cherché à me protéger totalement de la situation. Et du coup, ça a été compliqué de se construire en tant que femme. Et donc, ça m'a menée à une pathologie mentale, parce qu'en somme, c'est pas une maladie. Mais ça m'a provoqué en moi un trouble de la personnalité borderline. Une personne borderline, c'est une personne qui est dans les extrêmes de toute chose. C'est une personne qui va passer d'un excès de joie en 1 minute à de la tristesse profonde. C'est une personne qui ne sait pas gérer ses émotions. En fait, c'est quand tu as vécu un traumatisme tellement important que ton cerveau il se reconstruit de telle manière à ce qu'il se met toujours dans un état de survie face à des situations. Quand tu es heureuse, bah tu es super heureuse. Vraiment, tu es limite en extasie. Quand tu es triste, c'est la fin du monde. Tu as envie de te suicider à tout moment et à tout va. Mais pour des petites choses, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a une difficulté à gérer ses émotions. Et c'est quelqu'un qui aime la limite. Quelqu'un qui va jouer avec la limite de tout le monde. Qui va faire exprès d'arriver en retard. Qui va faire exprès de chercher à ce qu'il y ait des disputes. Parce que c'est la seule manière qu'il a fait vivre. Et c'est une personne qui peut aussi vivre un sentiment de vide intérieur. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti un moment où tu as été totalement vidé de ta vie. Et bien la personne borderline, elle peut avoir ce sentiment-là où elle est totalement vidée de toute chose, elle n'a plus aucune émotion. Et en fait, elle est dans une phase de déréalisation. Elle n'est plus elle-même, elle est dans un autre état d'esprit. C'est comme si elle devenait spectatrice de sa vie. Et c'est une personne qui a énormément peur de l'abandon. Et c'est d'ailleurs un de mes plus gros problèmes. J'ai vraiment peur de l'abandon. Et moi, vu que c'est un homme qui m'avait fait ça quand j'étais plus jeune, et ben, j'ai une grosse problématique autour des hommes où j'ai peur qu'un homme m'abandonne. Et j'ai un passé abandonnique. Tous les hommes de mon entourage, ils m'ont tous abandonné, sans exception, si ce n'est mon père. Et du coup, ça a été compliqué de se construire en tant que femme avec ça. Comment ces épreuves, elles ont influencé ton rapport, enfin le rapport avec toi-même, avec ton corps, ta confiance en toi et envers les autres? Ça a été très compliqué parce que du coup, comme je t'ai dit, je suis passée par une phase de déni où pendant des années, j'avais complètement oublié ce que j'avais vécu en fait. Je suis sortie avec un garçon pendant 2 ans. Et ce que je trouvais particulier, c'est que j'avais une difficulté avec les rapprochements physiques. Quand on se donnait la main, quand on faisait des câlins, et ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais toujours l'impression qu'il cherchait à me violer, tu vois. Alors qu'il ne cherchait pas forcément ça, mais c'était toujours un peu cet aspect de il se rapproche de moi que pour mon corps, que pour mon physique. Et puis il avait souvent des remarques aussi. Il avait des remarques sur mon physique. Oh voilà, t'es bien formée, t'es comme ci, t'as des beaux cheveux, t'es comme ça. Et du coup, moi, c'était la seule manière que j'avais pour qu'on se rapproche, en fait. C'était un peu, fallait qu'il me donne un peu des compliments sur mon physique.
Du coup, je jouais un peu de ça, tu vois, la personne borderline en tant que telle qui va jouer un petit peu sur les choses. Bon, bah aujourd'hui, je vais me coiffer comme ça parce que je sais qu'il va me regarder, qu'il va me dire ci et qu'il va me dire ça. Ça a toujours été comme ça. Et je suis passée par des phases où je me sentais très sale parce qu'en fait, durant la relation avec lui, je me suis rappelé en fait que j'avais vécu ça parce que je passais par des phases de cauchemar où en fait je voyais qu'il y avait des hommes qui venaient, qui me violaient, qui me torturaient. Et c'était comme ça pendant des mois et des mois. Jusqu'à que je me rappelle en fait que j'avais vécu ça quand j'étais plus jeune. C'est à ce moment-là que tu t'es que tu t'es rappelé de ce qui s'est passé. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. 7 ans après. C'est ça. Je me suis rappelé que j'avais vécu ça. Et du coup, ça a été compliqué pour moi parce qu'en fait, ça a été un choc émotionnel. Voilà. En fait, mais comment est-ce que j'ai pu vivre ça? Et tu vois, là, tu remets tout en question. Mais en fait, tu te dis que tu es une fille sale, que tu as été une fille souillée, que tu es une fille sans dignité. Tu vois, tu te détestes et tu t'en veux à toi-même alors que tu n'as rien fait. Tu étais jeune, tu étais un enfant. Mais quand tu te rappelles de tout ça et que ça te refait surface, c'est compliqué. C'est compliqué d'accepter. Et du coup, je suis passée par une phase où je me détestais, mais d'une manière. C'était vraiment, j'allais sous la douche, je mettais de l'eau brûlante et je me griffais le corps. Fallait que je m'arrache mes parties intimes, que je m'arrache la poitrine. C'était pas possible. J'avais pas le droit d'être une femme parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je souffre. Il fallait que j'enlève ça de moi. Il fallait que je fasse des douches où je mettais du savon, du shampoing, que je me brûle le corps en fait. Il fallait que je me punisse d'avoir vécu ça. Que tu enlèves la partie féminine de toi. Totalement. Et je devais plus être une femme. Et je suis passée par des crises où je ne pouvais pas me regarder dans le miroir. Si je voyais ne serait-ce qu'une seule forme en moi, c'était impossible. Je suis passée même par une phase où quand j'étais plus jeune, je m'habillais comme un homme. J'étais tout le temps en survêt, je parlais comme un homme. J'étais devenue un homme. Pour moi, si j'avais été un homme, si j'avais été un petit garçon, j'aurais pas vécu ça, tu vois. Et parce que j'étais une femme, que ça m'est arrivé. Et je me suis dit que, tu vois, j'avais un peu une idée un peu... C'était pas une chose à se dire, tu vois, mais je me disais, ben, peut-être qu'à 7 ans, j'attirais peut-être la personne qui était venue me faire ça. Mais tu vois, à 7 ans, tu peux pas attirer un homme à te faire ça. C'est impossible. À 7 ans, t'es un bébé innocent encore. Mais moi, c'était toujours, bah, c'était de ma faute. Et il fallait que je me punisse. Il fallait que je retire tout ce qui était féminin en moi, qu'on voit plus de forme. Et qu'on n'imagine même pas que je peux être une femme, en fait. Qu'aucun homme ne puisse m'approcher. Et pour autant, je sortais avec un homme, tu vois. Et j'avais tendance soit à m'hypersexualiser le corps, à me dire, ben, si un homme doit m'aimer, il faut que je montre que mon corps est beau, il faut que je montre ma taille fine, ma taille marquée, ma poitrine, tout ça, tu vois, des choses comme ça. Et en même temps, il ne faut pas que je le fasse parce que je suis souillée. Et si les gens ils savent que je suis une femme, ils vont savoir que je suis souillée. Ouais, donc tu t'es construit à travers ce regard-là sur toi, plus du coup tes troubles qui ont commencé à ce moment-là. Ils ont commencé quand j'étais un peu plus jeune. Dès que j'étais un peu plus jeune, j'étais impulsive. Ils se sont majorés à partir de mes 14-15 ans. Et après, à mes 18 ans, ça a été la catastrophe. Et comment tu t'en es rendu compte du coup que tu avais ce trouble-là? J'ai eu l'abandon d'un de mes meilleurs amis. Et à la suite de ça, j'ai eu un stress post-traumatique. Donc c'est quand tu es dans une phase aiguë de stress suite à un traumatisme. Donc moi, c'était encore une fois un homme qui m'abandonne, encore un homme qui veut pas de moi, encore un homme qui m'aime pas. Et du coup, bah là, ça a été compliqué d'accepter. Et là, je suis passée par une phase de dépression. Pendant un mois, et j'ai jamais eu une telle dépression. C'était dépression sévère totale. J'avais envie de me tuer, j'avais plus d'émotions. Je ne voyais que du noir. Je me voyais tout le temps prévoir le jour de ma mort, le lieu de ma mort, la date de ma mort. Et c'était comme ça. Tous les jours, j'imaginais ça. Et je m'endormais vite juste pour me voir face à ce pont-là et sauter. Et du coup, ben, j'ai eu par le biais de ma meilleure amie le conseil d'aller voir une psychologue. Elle m'a dit, mais il faut que tu ailles en voir une, t'en as besoin. Et moi, en fait, j'étais un peu dans le déni. Pourquoi j'irai voir une psychologue? Je vais très bien. C'est normal d'être triste, tout le monde est triste, tu vois. Tout le monde veut mourir, c'est normal, c'est la vie. Et bien finalement, non. Donc je suis allée voir une psychologue, le feeling n'est pas passé. Donc je suis allée en voir une deuxième. Et pendant un an, j'ai suivi une psychologue, donc on a discuté ensemble. Et elle voulait me mettre le diagnostic du trouble de l'humeur bipolaire. Donc c'est totalement différent. C'est des personnes qui passent par des phases d'hypermanie, où en fait c'est la joie extrême. C'est vraiment des personnes qui se sentent au-dessus de tout, qui sont en capacité de
boire de l'alcool et rouler à contresens sur l'autoroute, des personnes qui sont capables de se mettre tout nus et danser à gogo devant tout le monde, et des phases où ils sont dépressifs, et c'est là où c'est la dépression mélancolique, ça veut dire que tu as un risque suicidaire très important. Et elle pensait que j'étais bipolaire, parce que moi je passais par des phases où j'avais peur de la mort, j'avais peur de mourir, et par des phases où j'avais envie de mourir, voilà. Soit je voulais me suicider, soit j'avais peur de mourir, du coup je passais des nuits où je ne dormais pas parce que j'avais peur de mourir. Et du coup, elle m'avait dit, écoutez, moi je pense que vous êtes bipolaire, il faudrait aller voir un psychiatre parce que c'est le psychiatre qui pose le diagnostic. Moi je me suis dit, moi qui suis dans les soins, qui suis infirmière, je sais ce que c'est que le trouble de la personnalité borderline. Je vais devoir prendre des médicaments qui ont des risques cardio, des risques au niveau rénal. En fait, le problème du traitement de la bipolarité, c'est que ça va impacter physiologiquement tous tes organes. Donc en fait, il vaut mieux pas que j'en prenne. Du coup, je me suis dit, je vais pas devoir psychiatre, c'est mieux, j'en vois pas, je reste avec mon trouble, je reste avec ma folie, je reste dans mon coin. Mais là, tu pensais que tu avais le trouble de l'humeur bipolaire, pas encore borderline. Non. C'est après. C'est après, c'est que je me suis renseignée, tu vois, sur la bipolarité. Je me suis renseignée sur qu'est-ce que c'est que le borderline. Parce qu'en somme, c'est des choses qui se ressemblent. C'est vraiment, on est sur deux choses qui se ressemblent. Sauf que le trouble de l'humeur, c'est physiologique en fait. C'est que tu as un problème physiologique. Tandis que le trouble de la personnalité borderline, c'est autre chose. C'est ton cerveau. Tu vois, là, on est... la personne bipolaire, elle se fait traiter par des traitements. La borderline, tu n'as pas de traitement en fait. C'est ton cerveau qui est comme ça. Tu te soignes pas, tu es censé te faire suivre. Tu peux te stabiliser, passer par des phases de rémission, mais tu peux à un moment donné refaire une crise borderline. Et du coup, comment est-ce que j'ai su que j'étais borderline? On ne me l'a pas diagnostiqué, mais je le sais. C'est parce que je travaille dans un hôpital en psychiatrie avec des femmes qui sont borderline. Et je ressemble en tout point à ces femmes-là que l'apparition d'un trouble borderline fait sens à ce que j'ai vécu. En fait, c'est souvent des viols dans l'enfance, tu vois, que je réagis comme une borderline. J'ai tout d'une borderline, en fait. Je suis totalement comme elle, en fait. Et des fois, il y a des dames qui me parlent, qui sont borderline, et je les comprends, en fait. Des fois, je prédis même la façon dont elles vont ressortir quelque chose. Tu vois, par exemple, il y a une dame qui a mal vécu la relation qu'elle a pu avoir avec un homme, qui était dans une phase suicidaire et qui allait se suicider. Et moi, je lui dis, mais en fait, je suis persuadée qu'à ce moment-là, vous avez vécu ça, ça, ça. Vous avez ressenti ça, ça. Elle m'a dit, mais oui, mais totalement, vous me comprenez. Et du coup, je fais attraction à toutes les personnes borderline de mon hôpital parce qu'elles viennent toutes me voir, en fait, ces femmes-là. Elles me parlent parce qu'elles voient qu'en fait, je les comprends à 100%. Vous, maintenant que je les comprends, eh ben, elles ont un lien avec moi. Je suis celle qui les comprend le plus parce que je suis comme elles, finalement. Du coup, si je comprends bien, tu es dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, et tu fais quoi exactement là-bas? Là-bas, il y a des patients qui viennent parce qu'ils ont tenté de se suicider, qui sont dans des phases aiguës, qui sont dans des crises. Et du coup, ils viennent et on essaye de soit leur poser un diagnostic, parce que des fois, c'est des personnes qui n'ont pas de diagnostic, ou bien c'est pour remettre en place un nouveau traitement parce qu'ils ont une décompensation de leur état psychique. Est-ce que c'est avec le vécu que tu as eu, l'expérience que tu as eue, que tu t'es plus orientée vers cette voie-là? Totalement. Mon père, avant qu'il décède, c'était un homme qui faisait des allers-retours à l'hôpital, tout le temps, tout le temps. Et je voyais un peu les infirmières qui venaient lui faire ses pansements un peu comme des héros. Moi, j'ai toujours voulu être la héros de mon papa, finalement. Et j'essaye un peu de sauver ce que j'ai pas pu sauver à travers mon père, et de me sauver moi-même en aidant ces personnes dans des phases aiguës de dépression ou de suicide. C'est comme si j'avais l'impression de me parler à moi-même. Je leur dis les mots que j'avais besoin d'entendre, moi, quand j'étais dans ces phases-là. Est-ce que c'est par cette vocation que tu as réussi à tenir debout face à tes épreuves? Totalement, totalement. Je sais que pendant mes études, je voulais qu'une seule chose, c'était en finir avec ma vie. Que c'était trop dur, que c'était des études aussi, très éprouvantes. Mais à chaque fois, je me disais, mais en fait, je fais que du bien autour de moi quand je suis en stage. Souvent, les patientes, ils me prennent dans leurs bras en me disant, mais merci d'avoir été là, merci d'être là pour nous. Et en fait, je me suis dit, mais je peux faire du bien aussi à travers mon métier. Et puis, je me suis toujours dit, il faut que je le fasse pour mon père. Je l'avais promis avant que mon père décède que je le ferais pour lui. Et ça m'a permis de tenir.
Et en fait, c'est un peu, même si c'est un métier dur en France, même si c'est un métier où en fait on est dans des mauvaises conditions, et bien malgré tout, je reste parce que j'ai un peu cette reconnaissance quand même des patients. Que ce soit pas de l'équipe médicale ou paramédicale, ça c'est pas un problème, c'est normal, c'est un métier de femme, voilà. Mais que j'ai cette reconnaissance des patients, bah, ça m'aide à maintenir ce métier et ça m'aide à maintenir dans ma vie parce que en soignant les autres, je me soigne moi-même aussi. Finalement, est-ce que l'islam du coup sunnite t'a permis de changer ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre, ta façon de... tu sais, où tu parlais du rapport avec ton corps, avec la confiance en soi, avec les autres en général. Est-ce que du coup, cette voie-là, en fait, elle t'a permis voilà, de comprendre, de relativiser? Eh bien, tu vois, la personne borderline, elle a peur d'être abandonnée. Et moi, ce qui m'a le plus parlé, c'est le verset de la sourate Ad-Duha où il dit « Allah ne t'a ni détesté ni abandonné ». Et tu vois, quand je suis dans des phases aiguës de mes crises, des fois, j'ai l'impression qu'Allah, il m'abandonne. Et des fois, limite, je suis énervée contre Allah. Tu vois. Comment est-ce qu'Allah, tu peux m'abandonner? C'est pas possible, pas moi. Et puis, je me rappelle de l'islam et je me rappelle des paroles d'Allah et je me rappelle de tout, en fait, de tout ce que j'ai pu apprendre. Et ça me permet de me pardonner ce que j'ai vécu. De me dire que Allah, il ne me déteste pas. Allah, il ne m'abandonne pas. Allah, il m'a fait vivre ça. Il m'a brisé le cœur pour que je m'approche de lui. Je sais que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas aussi proche d'Allah. Et c'est parce que je suis aussi hypersensible, aussi débordante dans mes émotions, que du coup, j'aime autant Allah. Et du coup, je suis vraiment ultra reconnaissante envers Allah de tout ce que j'ai vécu. Parce que sans ça, je ne serais pas comme je suis. Et je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu être. Je ne me vois pas autre que comme je suis, tu vois. Vraiment, l'islam, ça m'a permis de me pardonner de tout ce que j'ai vécu. Et de comprendre que ce n'était pas moi la fautive, que c'est pas de ma faute ce que j'ai vécu, que je suis une femme et que moi, j'ai pas commis un péché. Moi, j'ai fait du bien. Et ça m'a permis aussi d'un côté de me préserver, tu vois, parce que j'avais peur des contacts physiques. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Et ton voile, alors, tu l'as mis à quel moment? Alors, je suis passée par une phase où le hijab, je pensais énormément à ça. Vraiment. Je me suis dit, je commence à avoir 18 ans, peut-être que je vais m'acheter des foulards, je vais avoir un peu d'argent, tout ça. Et un jour, je suis tombée sur un post Instagram, je ne sais pas s'il est vrai, hein, mais ça m'a permis de me remettre en question, qui disait le jour du jugement dernier, Allah ne te regardera pas si tu ne t'es pas voilé dans la vie d'ici-bas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais tout ce que je sais, c'est que quand j'ai lu le post, je suis partie en crise. Je me suis mise à pleurer. Je dis, mais Allah, comment vous pouvez me faire ça? Moi, je vous aime, mais plus que ma propre âme. Comment vous pouvez pas me regarder? C'est pas possible, Allah. Et là, je dis, mais Allah, il faut que vous m'aidez. Et là, limite, si j'en voulais à moi-même, tu vois, mais non, mais pourquoi est-ce que je m'en prends à Allah? Mais en même temps, Allah, pourquoi vous me faites ça? Et tu vois, j'étais en tempête émotionnelle, là. Comment est-ce qu'Allah ne peut pas me regarder? Moi qui l'aime plus que tout. Parce que moi, j'ai l'impression qu'Allah, j'ai un lien tellement fusionnel avec Allah. C'était tellement beau parce que, tu vois, je débordais d'émotions. Alors là, franchement, c'était la catastrophe sur Terre. Comment là, il peut pas me regarder? Tu vois, c'est pas possible. Et là, tu vois, frustration en moi. Je dis, là, c'est vous, vous êtes censé me donner la facilité. Donnez-moi la facilité. C'est un peu la manipulation, tu vois, encore. Et là, je me remettais en question. Et un jour, hein, le culot, vraiment, l'homme qui m'a fait subir ce que j'ai subi, il m'a dit, mais toi, c'est quand que tu te voiles? Je dis, alors lui, il est vraiment très culotté. Je lui dis, lui qui m'a souillé, lui qui m'a atteint dans ma dignité de femme, lui qui, à cause de lui, je ne me vois pas comme une femme, je ne me vois pas légitime de porter le hijab parce que je suis salie, parce que j'ai vécu, etc. Lui, il vient, il me demande c'est quand je mets le foulard. Je lui dis, mais non, mais c'est pas possible, c'est une blague. Et je me suis remise en question, je me suis dit, Allah, pourquoi il me dit ça? Comment est-ce que c'est possible? Et là, en fait, ça m'a énervée, tu vois. J'étais impulsive, tu vois, la personne borderline est très impulsive. J'ai pété un câble, je suis allée prendre ma carte bancaire. Je devais payer mon loyer, parce que j'avais un logement étudiant. Je me suis dit, je ne me pose pas de questions, je retire 100 €. Je vais au marché et je vais m'acheter plein de hijabs, des abayas, tout ça. Mais du coup, le problème, c'est que j'ai acheté tout et n'importe quoi. Du rose, comme du bleu, tu sais, pas des couleurs classiques. Donc en fait, je me suis retrouvée... à l'extrême. En plus, avec des matières, mais n'importe quoi. Tu les mets jamais. C'est des matières rideaux, froisses. Je sais même pas je les ai jamais mis de ma vie en plus.
Et du coup, j'ai acheté, je dis, Allah, maintenant, il faut que vous me donniez ça dans le cœur. Maintenant, allez, c'est le moment, là, tu vois. Et j'invoquais Allah, et j'attendais ce moment-là. Et j'ai eu une période où, pendant une semaine, parce qu'après, je me suis voilée, pendant une semaine, je supportais plus que les gens me regardent, ni moi, ni mes cheveux. Moi qui voulais que les hommes me regardent, voulais que l'homme me donne de l'attention, je voulais pas qu'il me regarde. Ça y est, je veux plus de ce regard. Et du coup, j'ai commencé à cacher un peu mes cheveux. Je me montrais sur les réseaux, mais avec ma capuche. Je sortais avec des chaussettes. Je sortais avec des pantalons bien longs. Des trucs où on ne voit pas mes formes. Et là, je dis, Allah, s'il vous plaît, mettez-moi ça dans le cœur. Et un jour, j'ai rêvé. Il faut savoir que moi, je fais des rêves prémonitoires, entre parenthèses. J'ai rêvé de plein de choses. J'ai rêvé un peu avant la mort de mon père, de comment ça allait se passer. J'ai rêvé de l'accouchement de ma soeur, j'ai rêvé de plein de choses. Et ce jour-là, je me suis mise à rêver. Et dans mon rêve, donc j'étais en bas de chez ma soeur, je descends en bas de chez elle. Et là, il y avait ma soeur et il y avait l'homme en question qui m'a fait ça. Et là, je dis, waouh, mais quel beau soleil! Mais subhanallah, le soleil, il est rayonnant. J'ai jamais vu un soleil aussi beau. Oh là là, mais le soleil le plus beau de ma vie. Le soleil, vraiment le comble du comble, il était tellement rayonnant qu'il s'est brûlé lui-même. Et en fait, le soleil, il a commencé à se désagréger dans mon rêve. Il s'est désagrégé. C'était devenu du sable. Et là, je regarde du coup l'homme qui m'a fait subir ça. Je lui dis, mais je peux pas mourir maintenant, moi, c'est pas possible. C'est la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, mais tu veux que je fasse quoi? Moi, je peux pas te sauver. Je vois, c'est bon, allez, moi, je laisse tomber. Et là, je parle à Allah dans mon rêve, tu vois. Et je dis, mais Allah, je peux pas mourir maintenant. Je suis pas encore voilée, moi. Je suis vraiment désolée. Là, si j'avais su, je me serais voilée. Pourquoi est-ce que je me suis pas voilée avant? Et en fait, à la fin de mes paroles, subhanallah, un soleil, il est sorti de nulle part. Il est revenu dans le ciel. Et là, je me suis dit dans mon rêve, c'est pas juste un rêve. En fait, c'est un signe d'Allah. J'ai compris que j'étais pas dans un rêve et que j'étais dans un message avec Allah. Et je me suis réveillée, je me suis dit, aujourd'hui, je suis voilée, je me pose pas de questions. Dans mon rêve, Allah, il m'a un peu averti que je pouvais mourir à tout moment. Et là, je me suis dit, je suis pas prête à mettre le hijab, tu vois, mais je suis encore moins prête à mourir sans mon hijab. Je me suis dit, mais il faut que je le mette. Et là, du coup, depuis ce jour-là, je le mets. Je suis passée par des phases où, tu sais, des fois, on est plus belle sans notre foulard, on est plus belle avec nos cheveux, tout ça. Moi, je me suis dit, à cette période-là, j'avais les cheveux longs. Qu'est-ce que je fais? Je me fais une coupe au carré. Allez hop, on n'en discute plus, c'est fini. Je me suis coupé les cheveux ultra courts. Je me suis dit, voilà, comme ça, au moins, je suis sûre que je le porte. Et depuis, je le porte, alhamdoulilah. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, vu que ta famille elle n'était pas là-dedans, pas du coup dans cet islam-là, ils l'ont pris comment, le fait que tu te voiles? Ils n'ont pas compris, en fait. Ils ont pensé que je le faisais pour un homme. Et ma mère, elle s'est posé énorme de questions. Elle se demandait si je ne l'ai pas fait pour un homme. Sauf que moi, je l'ai fait pour moi-même, tu vois. Et c'était un peu le combien de temps ça va durer. Tu vois, c'était un peu le tu mets le hijab, mais de toute façon, dans 2-3 mois, c'est fini. Est-ce que le voile, tu le prends aussi comme un acte de guérison aussi, avec toi-même, avec ton corps? Mais moi, ça a été un changement, mais un changement radical. Moi, je parlais très mal, je parlais comme un homme. Et ça m'a féminisée, finalement. C'est bête, hein, mais c'est totalement. C'est quelque chose qui peut être inconcevable pour les gens qui ne sont pas dans la religion. Mais grâce au hijab, je suis devenue plus une femme. Vraiment, je prends soin de moi. Je prends soin de mes cheveux plus qu'avant. Parce que du coup, c'est important. Et je prends soin plus de mon visage. Parce que du coup, c'est la chose qu'on va voir en premier. Donc, tu prends plus soin de ton visage. Tu prends soin de porter des beaux habits. Tu essayes de accorder un peu ton hijab à ta jupe. Moi, il y a une influenceuse à laquelle je me suis énormément identifiée. C'est Léna Delporte. Vraiment, pour moi, c'est comme une sœur pour moi. Vraiment, cette fille, le problème, c'est qu'on la critique énormément sur les réseaux sociaux. On la juge vraiment sur sa façon de porter le hijab, sur comment est-ce qu'elle se comporte avec ce hijab-là. Sauf que ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est qu'elle a vécu un traumatisme énorme. Donc elle a subi des attouchements et des viols de la part de son père. Donc c'est vraiment la figure paternelle. En tant que femme, tu vois, il y a un peu aussi le complexe d'Oedipe. La petite fille qui est amoureuse du papa et le petit garçon qui est amoureux de la maman. Quand tu es une petite enfant, que tu es totalement...
en fait, t'es un petit être inoffensif et t'as un peu cette figure paternelle, donc quelque chose par laquelle tu te construis en tant que femme, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant, tu vois. Cette chose qui est censée te protéger va agresser ton propre intérieur, tu vois. Et elle, c'est ce qu'elle a vécu. Et elle, c'était pas dans des endroits, tu vois, dans une voiture ou dans la rue. Non, elle, c'était chez elle, donc dans un lieu qui est censé la protéger, quelque chose de sécure, et qui était dans la douche. Pour moi, c'est vraiment l'endroit où tu deviens plus propre, tu vois. T'es sale, tu vas te laver, tu deviens propre. Et elle, c'est des choses qu'elle a vécues dans la douche, à d'autres endroits, comme elle le dit. Et le problème, c'est qu'on la critique sur comment elle porte le hijab, mais elle l'explique aussi qu'à cause de son vécu, elle a tendance à s'hypersexualiser. Et le problème, c'est que Léna, je pense qu'elle est borderline aussi. Mais en fait, ils ne voient pas qu'en fait, c'est quelqu'un qui est en perpétuel combat entre elle-même et son nefs. Et c'est toujours oui, mais aujourd'hui, je dois mettre ça. Oui, mais un homme va me regarder. Oui, mais j'ai besoin qu'un homme que. Les gens, ils ne le voient pas. Et c'est que quand tu le vis que tu le comprends. Et il n'y a que les personnes qui, comme moi, ont ce vécu-là, et d'autres, hein, bien sûr, qui ont cette intelligence émotionnelle, entre guillemets, pour la comprendre, en fait. Si tu devais parler à la jeune fille que tu étais avant, du coup, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je voudrais pas qu'elle se pardonne parce que c'est pas elle qui a fait, c'est pas de sa faute à elle. Je voudrais qu'elle s'accepte finalement. Je voudrais que elle prenne conscience que c'est une personne incroyable, vraiment, que c'est une personne remplie de bienveillance, avec un bon cœur, et qu'il faut qu'elle apprenne à s'aimer. Et si tu as un mot à dire à toutes nos sœurs qui nous écoutent, nos sœurs, il peut y avoir des frères aussi, et même des personnes qui ne sont pas musulmanes, est-ce que tu aurais un petit mot à passer? Je pense qu'il est important de prendre conscience que le hijab, c'est un grand pas vers Allah, que c'est vraiment important. Moi, je sais qu'au début, je me disais, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que, tu vois, je priais avant de me voiler, tu vois. Je disais, mais il n'y a que ces moments-là où je suis connectée à Allah, comment est-ce que je vais vivre cette transition? Parce qu'avant, tu vois, je me voilais pour prier. Après, je me dévoilais, mais je me disais, mais si je me balade avec ma tenue de prière tout le temps dehors, qu'est-ce que ça fait? Et j'ai compris que c'était ma façon d'être connectée à Allah, tu vois. Dans mes moments de prière, quand je mettais mon hijab, je suis connectée à Allah. Et le hijab, c'est aussi le billet de ma connexion avec Allah. Quand je le mets, c'est comme si je portais en moi la parole d'Allah. Je portais l'amour d'Allah parce que je l'aime tellement que je fais ce qu'Allah me dit. Tu vois, et je pense qu'il est aussi important de comprendre qu'est-ce que le hijab finalement, comprendre l'islam, tout ça. Je pense que pour toutes les femmes et notamment celles qui se reconnaissent dans mon vécu, quoi que vous ayez fait dans votre vie, quoi que vous ayez toutes les erreurs, même si ça a été volontaire, toutes les choses que vous avez pu faire, il faut vous pardonner et il faut vous rapprocher d'Allah parce qu'il n'y a que lui qui peut vous sauver de tout ça. Juste une petite demande à faire à toutes mes sœurs qui m'écoutent. J'ai rencontré un homme récemment et j'aurais aimé savoir si c'était possible que toutes les sœurs fassent des doigts pour que moi et lui soyons unis dans la baraka d'Allah. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu es encore là, déjà merci du fond du cœur d'avoir pris ce moment avec moi. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis ou un petit commentaire. Ça m'aidera énormément à le faire connaître et à continuer à donner la parole aux femmes comme toi. Et surtout, viens me rejoindre sur Instagram, c'est angel.rmtv. J'y partage toutes les infos sur les prochains épisodes, des appels à témoignages pour ceux qui veulent raconter leur histoire. Et aussi, c'est là-bas qu'on discute ensemble et qu'on lance des vrais débats entre femmes. Merci encore pour ton écoute. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Raconte-moi ton voile.